Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise avec moi, Amandine Dikomasabo, à la présentation. Le président de la République, Paul Kagame, en compagnie du fondateur de l'organisation Giants of Africa, a officiellement inauguré les travaux de construction du complexe sportif dénommé Zaria Court Kigali, un projet de développement urbain axé sur la communauté, l'hospitalité, le sport et la culture et qui servira de lieu de rassemblement communautaire, sociaux et des amateurs de sport, des influenceurs et de la classe moyenne en plein essor de l'Afrique. Le président de la République, Paul Kagame, salue le rôle que joue le sport en ce qui concerne non seulement le rassemblement des gens, mais également le développement économique des pays. Le président de la République, Paul Kagame, est revenu sur le rôle que Masai Ujiri a joué pour que le Rwanda puisse construire BK Arena et qu'il a servi de modèle à d'autres pays africains qui se sont donc dotés d'infrastructures plus imposantes. Le chef de l'État estime cependant que le sport ne devrait pas être vu seulement sous l'angle oculaire car il contribue beaucoup au développement économique. On continue avec les chrétiens venus du monde entier qui affluent donc vers la terre sainte de Kibeho, au sud du Rwanda, pour célébrer la fête de l'Assomption du 15 août. Sur place à Kibeho, on dénombre déjà des milliers de pèlerins venus essentiellement des pays voisins du Rwanda, notamment l'Ouganda, la Tanzanie, le Burundi, la République démocratique du Congo. Un grand nombre des pèlerins ce lundi donc se déplacer à pied de longue file pouvaient s'observer dans les axes routiers menant à Kibeho. Parmi les chrétiens qui font le déplacement de Kibeho, de nombreux jeunes contactés donc par la télévision rwandaise ont révélé que ce déplacement est pour eux une occasion de rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits d'une part et d'une autre, implorer la miséricorde divine pour les bienfaits et difficultés donc qui confrontent de leur vie. Pour parler davantage de ces festivités, j'accueille sur ce plateau Jean-Damascène Maneshimé. Merci Amandine. Bonjour. Bonjour. Pourquoi l'Assomption est-elle fêtée d'une façon particulière à Kibeho? Oui, Kibeho, c'est un endroit, l'unique endroit en Afrique qui est reconnu par l'Église universelle comme ayant, depuis 1981, a eu lieu les apparitions de la Vierge Marie, c'est l'unique lieu sur le continent africain. Et alors cela donne un cachet particulier à Kibeho. Et le 15 août de chaque année, la journée qui est dédiée à l'église, dans l'église universelle à l'Assomption de la Vierge Marie, est fêtée de façon particulière à Kibeho. Mais il y a une autre raison, comme nous l'indique le père Jean-François Harelimana du sanctuaire marial de Kibeho. Kibeho a une particularité, c'est que en 82, la solennité de l'Assomption, qui d'habitude était célébrée avec faste et splendeur dans notre pays, la Vierge Marie est apparue en larmes. C'est un message très fort, une invitation très forte, vraiment à la conversion. Et puis une manifestation de combien le ciel vraiment nous prend au sérieux, nous aime. Et voilà, le peuple a compris que c'est une journée qui ne peut pas être oubliée dans les annales, non seulement des apparitions, mais aussi de notre histoire. C'est notre histoire. Oui, voilà, Amandine, donc c'est un message qui a été donné par la Vierge Marie, non pas seulement au Rwandais, mais au monde entier, à tous les pays du monde. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, les chrétiens viennent de tous les coins du monde pour célébrer cette fête, parce qu'il y a ce message qui doit être pérennisé, un message qui ne concerne pas seulement le Rwanda, mais qui concerne le monde entier. Y a-t-il un message particulier pour partager à tous ceux qui nous suivent? Oui, aujourd'hui, les sanctuaires marial de Kibeho estiment à plus de 50 000 les pèlerins qui sont attendus sur la terre sainte de Kibeho. Alors vous comprendrez qu'abriter 50 000 personnes, ce n'est pas une chose facile. Il y a, à cause de la rareté des infrastructures, il y a les chrétiens, les pèlerins qui sont obligés de passer la nuit à la Belle Étoile. Il y en a qui font les déplacements à pied, en prière. Et le problème qui s'oppose donc, c'est la capacité de pouvoir abriter convenablement tout ce monde-là, tous ces pèlerins. Et pour essayer de
de répondre à ce besoin immense des chrétiens, des pèlerins qui viennent de tous les coins du monde, on a pensé à construire une église qui est capable d'abriter le plus grand nombre de fidèles possible. Et les responsables indiquent qu'il n'est pas possible de trouver une église qui peut abriter plus de 50 000 personnes. Et écoutez à ce propos ce que dit le père Jean-François sur ce problème. Il ne faut pas tout concentrer au même endroit parce qu'on a besoin aussi de cette esplanade. Alors, jusque-là, l'Église discerne, je veux dire nos évêques, discernent comment ça peut se faire. Mais l'urgence, c'est d'abord trouver du terrain ou étendre les services du sanctuaire. Les différents services, par exemple le service d'accueil, trouver par exemple l'accueil derrière l'œuvre, c'est pas normal. Nous avons travaillé par exemple avec Aradibi qui nous a prodigué beaucoup de conseils, comment on peut le faire. Alors normalement, on devrait chercher un autre espace là à l'entrée du sanctuaire. On a deux principales entrées du sanctuaire. Mais la grande entrée, c'est par là, le chemin de Huye-Kibeho. Alors, voilà pourquoi nous sommes en train de demander à tous les fidèles et aux personnes de bonne volonté, ça c'est la lettre de notre évêque, l'appel de notre évêque le 31 mai cette année-ci, pour que les fidèles et les personnes de bonne volonté contribuent pour acquérir un espace important où développer ce sanctuaire. Ce n'est pas un sanctuaire pour un siècle seulement, ce n'est pas un sanctuaire pour un millénaire seulement. L'étude de faisabilité est terminée, je veux dire pour acquérir l'espace. Vous savez, le district de Nyaruguru est en train de peaufiner le plan de développement de la ville de Kibeho. Le master plan est en cours de réalisation et voilà pourquoi, en collaboration avec la mairie, nous aimerions, n'est-ce pas, nous avons identifié l'endroit et nous cherchons les moyens. On cherche les moyens pour construire une église qui pourrait abriter un grand nombre de pèlerins. Et les autorités du sanctuaire de Kibeho indiquent qu'il faudra réaliser au moins 3 milliards de francs rwandais pour pouvoir construire cette église. Mais cela ne suffit pas, parce qu'en plus de cette église, il y a les infrastructures qui sont nécessaires, parce que tout ce monde-là qui converge vers Kibeho, ils auront besoin de beaucoup de choses. Et si les autorités religieuses, si les autorités locales se mobilisent pour faire quelque chose, les opérateurs privés aussi devraient se mobiliser pour exploiter cette opportunité que possède le Rwanda. Merci beaucoup, Jean Damascène. Merci, Amandine. Parlons justement d'infrastructures, mais sous un autre angle. Revenons sur le sport. Le chef de l'État rwandais estime cependant que le sport ne devrait pas être vu seulement sous l'angle oculaire, car il contribue beaucoup au développement économique. In Africa, sports is a big thing. En Afrique, le sport est une chose importante. Il rassemble des gens pauvres, des riches, chacun a sa façon d'être en contact avec lui chaque jour et à tout moment. Cela permet aux gens d'acquérir une large ouverture d'esprit et ainsi d'autres secteurs de développement grandissent. Ceci va permettre l'accroissement des infrastructures, la croissance économique, ça va contribuer au développement du tourisme. Le sport fait beaucoup de choses, nous ne devons donc pas le considérer sous l'angle oculaire, mais il est très large plus que ce qu'on voit. Je voudrais donc vous remercier, vous, Maasai, Andrew et quiconque vous soutient dans votre groupe. Je voudrais encore une fois souligner qu'ici, vous devriez vous tous vous sentir à la maison. So again, I wanted to emphasize that here, you should all feel at home.
Pendant toute une semaine, la capitale du Rwanda, Kigali, va vibrer au rythme du festival Giants of Africa. À son ouverture officielle ce dimanche, le président de la République, Paul Kagame, a invité les jeunes à commencer à faire de grandes choses et à apporter leur contribution dans le développement du continent africain. 2 décennies viennent de s'écouler depuis que l'Organisation des Géants d'Afrique a été créée et les cérémonies de cet anniversaire ont été rehaussées par la présence du président de la République, Paul Kagame. Le fondateur de cette organisation, Masai Ujiri, indique que les jeunes disposent dans leurs mains l'avenir du continent africain. Comme son Excellence, le président de la République aime le souligner, il réfléchit pour des années, il est toujours préoccupé par le futur de l'Afrique. Excellence, les jeunes que vous voyez ici sont l'avenir de l'Afrique, oui. Le président de la République, Paul Kagame, a dit aux jeunes de ne pas attendre qu'on leur rafraîchisse la mémoire, mais que c'est pour eux le moment de devenir des géants et leur a précisé qu'il s'agit de leur choix. We don't need to keep being reminded. We should know it. Nous n'avons pas besoin qu'on nous rafraîchisse toujours la mémoire. Nous devons le savoir et en être conscients et que nous soyons des géants que nous sommes, que nous devons devenir. Vous savez, l'idée de devenir un géant dans chaque chose, il est question de faire un choix. Vous devez décider, vous devez faire ce choix. It's a matter of choice. You've got to decide. You've got to make that choice. Le président de la République a exhorté les jeunes d'être un en tant qu'Africains et qu'ils doivent avoir en eux les capacités leur permettant d'atteindre leurs désirs. We should grow. We should work with each other. We should work together to fulfill this dream of our continent. Nous devons grandir, nous devons travailler avec tout un chacun, nous devons travailler ensemble pour accomplir ce rêve. Masai a dit qu'il est nigérian, kenyan, rwandais. Je suis né ici, j'ai grandi en Ouganda. Mon épouse est née au Burundi. Nous nous sommes rencontrés au Kenya et maintenant nous sommes ici. Donc, c'est comme cela que nous, Africains, sommes. Nous sommes des frères, nous sommes des sœurs, nous sommes l'un et l'autre. Je suis vous et vous êtes moi. We are each other. I am you, you are me. Le 20e anniversaire des Géants d'Afrique a coïncidé avec le festival de 7 jours où plus de 250 jeunes venus d'un peu partout en Afrique vont bénéficier des séances d'entraînement de haut niveau avec des experts en basketball. Le directeur général des Giants of Africa et la ministre des Sports, Aurore Mimosa Munyangaju, ont par ailleurs officiellement inauguré dimanche un district de Guamagana un terrain de basketball. Merci beaucoup Kassim Youssouf pour le reportage sur le Festival des Géants d'Afrique. Place maintenant à l'Alliance pour une révolution verte en Afrique, AGRA en sigle, qui lance ce 14 août 2023 une stratégie nationale pour le développement agricole au Rwanda. C'est une stratégie qui comprend entre autres activités, l'appui et le renforcement des capacités de petites et moyennes entreprises intervenant dans le secteur agricole dans l'optique de les amener à faire face aux conséquences du changement climatique. Pour en savoir plus, je vous propose de suivre les explications du professeur Jean-Jacques Mouhinda, directeur de l'AGRA dans la région de l'Afrique de l'Est et du Sud. Il est au micro de notre confrère Jean-Pierre Kagao. Suivez. Alors, comparativement aux stratégies précédentes, quoi de neuf si on regarde cette stratégie que vous allez lancer? D'accord. Je rappelle au passage ici que la stratégie de AGRA sur les 5 dernières années, 2017, 2021, 2022, s'est vraiment focalisée sur le développement du système sémencier au niveau du pays. Et plus particulièrement, on a vraiment focalisé notre appui aux sociétés de production sémencière. C'était un grand défi pour le pays parce qu'on importait
beaucoup de semences de l'étranger, soit qui arrivaient en retard, soit qui arrivaient en mauvaise qualité. Et le gouvernement nous avait spécifiquement demandé d'investir dans le secteur semencier. Ce qu'on a fait avec le gouvernement et les autres partenaires des fonds. Je remercie d'ailleurs les donateurs qui croient à Agra et qui investissent à travers Agra. Et on a fait un progrès significatif en termes d'augmenter le volume de semences produits et commercialisées au niveau national. C'est vraiment quelque chose d'admirable. Mais on ne dit pas qu'on a résolu tous les problèmes. Les problèmes existent encore. Et ces sociétés-là qu'on a appuyées doivent être durables. Par rapport à la nouvelle stratégie, on a fait une réflexion pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces sociétés-là et les autres acteurs de la chaîne de valeur puissent avoir des investissements durables. Donc, la nouvelle stratégie ici spécialement va se focaliser sur appuyer la durabilité de ces petites et moyennes entreprises dont on avait appuyé dans le passé en termes d'accès au financement, en termes d'accroître leur volume de production, leur volume de transactions et leur business en général. Même le plus important, appuyer les services qu'ils offrent aux petits producteurs au niveau du pays. C'est un peu la continuité, la suite logique de l'investissement qu'on a fait dans la stratégie passée. Et on va construire ces résultats-là pour continuer à avancer vers les objectifs que le gouvernement du Rwanda s'est fixés, que ce soit à l'horizon 2025, qui est le CADAP, mais aussi à l'horizon de 2030 au niveau des objectifs de développement durable connus au Rwanda comme les SDGs ici. Tout en vous remerciant le temps que vous avez accordé à Rabié, est-ce que vous avez un message à donner aux agriculteurs qui ne ménagent aucun effort pour nous trouver à manger, pour nous nourrir? Écoutez, ce n'est pas seulement aux producteurs, hein, c'est tous les acteurs du secteur agricole au niveau national. La stratégie qu'on est en train de lancer, ce n'est qu'une petite contribution par rapport au défi à relever, hein, qui est un peu plus complexe. J'appelle donc à tous les partenaires d'unir les efforts, ne pas travailler en isolation, aligner les ressources par rapport aux priorités nationales pour que tous ensemble, on donne des services que nos producteurs ont besoin. Parce que ces producteurs-là, c'est la base vraiment du développement économique. Dans un pays comme le Rwanda, plus on appuie le développement rural, plus particulièrement le développement agricole, on injecte les investissements dans le secteur agricole. Donc ce n'est pas aider vraiment les fermiers, mais c'est plutôt les aider à aider le développement économique du pays. Donc le partenariat stratégique va être extrêmement important. Il n'y a aucun partenaire, il n'y a aucun investisseur qui peut dire qu'il a suffisamment de ressources pour développer le secteur en lui-même, même pas le gouvernement. Donc c'est pour cela que travailler ensemble et unir les efforts est extrêmement important pour réaliser les objectifs fixés par le gouvernement du Rwanda. Le développement du secteur agricole n'est pas le seul apanage des gouvernements. Qu'avez-vous à dire aux investissements, je pense au secteur privé? Il faut d'abord comprendre, comme je l'ai dit avant, que les 3 dernières années ont été extrêmement difficiles, hein, partout en Afrique, pas seulement au Rwanda, spécialement quand la Covid-19 a commencé, et puis ensuite la guerre en Ukraine. Il faut dire que l'aide au développement en général a été déviée. Sur les fonds qui étaient destinés au secteur agricole en Afrique ont été déprioritisés, si je peux appeler ça. Donc la priorité a été mise ailleurs. On voit aujourd'hui l'effort qui est en train d'être fait pour aider l'Ukraine, les ressources énormes qui ont été mises dans le contrôle de la COVID-19. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on commence à trouver les réponses indigènes, les réponses localement. Donc que ce soit le secteur privé, que ce soit le gouvernement, il faut qu'on continue à investir dans les innovations, dans le développement des technologies locales, pour qu'on puisse pallier un peu à ce défi de réduction d'aide au développement qui a réduit énormément. Et on pense que la tendance de réduction des investissements étrangers va continuer à se manifester dans les années à venir. C'est pourquoi le secteur privé local, ensemble avec les partenaires locaux et nos gouvernements nationaux, doivent continuer à travailler ensemble pour trouver des solutions locales aux problèmes locaux. Merci bien, Jean-Jacques Mouhinda, directeur général d'Agra dans la région de l'Est et du Sud de l'Afrique. Merci pour cette occasion. Merci beaucoup, Jean-Pierre, pour l'invitation. Merci.
La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, Mme Louise Mushikiwabo, réaffirme la détermination de l'organisation d'appuyer les jeunes et de les intégrer dans ses priorités afin qu'ils assument leur rôle dans le monde. Jean Damascène Maneshimi nous fait le point. Pour l'Organisation internationale de la francophonie, la jeunesse reste naturellement au cœur de ses actions, puisqu'elle représente la majorité de la population dans les 88 pays membres de l'organisation. Lors de la grande consultation citoyenne de la jeunesse, la francophonie de l'avenir de 2020, vos nombreuses et diverses contributions avaient révélé votre grande maturité ainsi qu'une conscience politique, sociétale et citoyenne. À cette occasion, vous avez exprimé vos attentes et 3 priorités: avoir un emploi, accéder à une éducation de qualité et vivre dans un environnement sain. Depuis lors, la jeunesse est devenue de plus en plus qu'un public cible prioritaire de l'OIF, un vrai moteur transversal de notre action. Ainsi, depuis 2019, on estime à environ 5 millions le nombre de jeunes bénéficiaires de l'ensemble de nos actions de coopération. Pour Mme Louise Mushikiwabo, l'OIF ne saurait affronter avec succès les défis actuels sans intégrer les jeunes. Notre Institut pour l'éducation basé à Dakar soutient et valorise la formation professionnelle et technique d'un grand nombre de jeunes en matière de protection de l'environnement et de lutte contre le changement climatique. L'OIF vous a écouté, d'abord sur le plan international en renforçant les capacités de négociatrices et négociateurs francophones sur le climat et la biodiversité pour contribuer à des décisions fortes, favorables aux générations futures. Nous venons également de lancer au Gabon, à travers notre Institut de la francophonie pour le développement durable, l'IFDD, le projet EcoMob en faveur de l'engagement citoyen des jeunes à la protection de l'environnement par des actions de ramassage, de recyclage et de valorisation des déchets. Je vous exhorte à poser au quotidien, dans votre propre environnement, ces gestes de nettoyage de la planète. La francophonie invite également ses pays membres, en particulier, à prioriser l'autonomisation des jeunes, sans quoi le développement futur serait illusoire. Je fais un appel à toute la communauté francophone, toute génération confondue, à être partenaire de la jeunesse et à être porteuse de solutions durables aux défis que rencontrent nos jeunes. Ce sont les champions et championnes qui s'organisent solidairement en faveur de la paix, de la justice, des libertés dans notre grande diversité culturelle et linguistique. Vous êtes une jeunesse qui ne demande qu'à être écoutée et soutenue, à s'engager et contribuer à un monde meilleur. La francophonie sera toujours à vos côtés. En matière d'emploi, l'OIF a mis en place un programme spécifique, le déclic de formation en numérique, qui leur permet de découvrir les métiers du numérique et de s'ouvrir ainsi aux opportunités d'emploi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous d'actualité. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé la grande édition, je vous souhaite de passer une excellente suite du programme de la télévision rwandaise. J'étais avec Amandine Dikouma Sabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.